Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... À moins que vous viviez dans une grotte, vous n'avez pas pu échapper à cette information concernant Elon Musk. J'en ai déjà parlé au moment, il y a une semaine, où Elon Musk a commencé à faire une proposition pour prendre une part du capital non négligeable, lui permettant d'avoir un accès au conseil d'administration, mais le conseil d'administration a trouvé des tergiversations administratives, constitutionnelles, etc. au sein de la société pour empêcher potentiellement Elon Musk d'atterrir au conseil d'administration. Que cela ne tienne, Elon Musk est monté d'un cran, il a carrément interpellé les actionnaires de Twitter en leur faisant une proposition. Allez, somme toute, on peut parler d'une OPA, même si ce n'est pas une OPA dans la définition même de l'offre pour achat. Et lundi, eh bien, on a appris que finalement, les représentants des actionnaires de Twitter ont accepté la proposition de Elon Musk. Cette proposition, c'est quoi? C'est tout simplement d'acheter. D'acheter pour quelques milliards, quelques dizaines de milliards de dollars, Twitter. L'acheter par quel procédé? Tout simplement en offrant une somme sur l'action Twitter, qui est, je crois, était à 45 dollars l'action, et Elon Musk a proposé l'action à 54 dollars. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, si vous l'avez vu, que Elon Musk, de toute façon, était déterminé et qu'il irait potentiellement jusqu'à 60 dollars. Mais les actionnaires se sont dit, pourquoi pas? Et finalement, eh bien, Elon Musk aujourd'hui est en train de s'offrir Twitter. Alors attention, il n'est pas encore propriétaire de Twitter. Il y a toute une démarche administrative, légale à effectuer pour confirmer cet achat. Mais force est de constater que si Elon Musk aujourd'hui prend possession de Twitter, il ne prend pas possession d'un simple réseau social. Il prend possession d'un réseau social et non des moindres. Alors évidemment, sur la toile, beaucoup de gens sont en train de se dire « Ouais, super, génial, maintenant il va y avoir plus de liberté ». Non, ça ne veut pas dire parce que Elon Musk, qui de temps en temps a été un petit peu taquin, on va dire, sur certaines idées progressistes, il n'en libérera pas pour autant la parole et la liberté d'expression, parce que ça reste quand même un réseau social relativement important et que son influence, et ça on l'a déjà vu par le passé, et je vais y revenir, ne peut pas laisser non plus dire n'importe quoi, n'importe comment. Donc la censure, la morale, la modération de Twitter restera toujours présente, mais elle sera certainement beaucoup plus assouplie, c'est-à-dire que ce sera plus peut-être une censure moraliste plutôt qu'une censure idéologique, comme ça l'a été malheureusement depuis quelques années, surtout pendant le règne de Dorsey. Mais j'ai envie de dire que ce phénomène s'ajoute à un autre phénomène. Ce phénomène dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo, très rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais faire un petit retour historique. Souvenez-vous, Facebook, Twitter, en 2020, ont été extrêmement actifs pour faire barrage aux idées, aux promotions trumpistes, pour essayer justement de contrecarrer le camp des trumpistes, pour essayer de faire réélire Donald Trump et plutôt privilégier le progressisme idéologique qui est intrinsèque à la direction et au fonctionnement même de Twitter comme de Facebook, surtout à cause d'un autre événement. Et évidemment, ça a été très vite reproché dans ce sens où un grand nombre de gens ont été bannis de Facebook, bannis de Twitter. Que cela ne tienne, ces gens sont partis dans d'autres réseaux sociaux, plus particulièrement Telegram et VK. Sauf que le problème, c'est que Telegram et VK, c'est russe. TikTok étant chinois, mais TikTok étant plus pour des jeunes, c'est beaucoup plus dans le divertissement, etc. Ce n'est pas très politique. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, souvenez-vous, je vous avais annoncé que avait été créé avec un peu d'avance, je crois que c'était le 12 février,
Truth. Truth est une nouvelle plateforme de réseau social créée par Donald Trump. Et évidemment, tous ces détracteurs ont dit bon, de toute façon ça ne marchera pas, il va se planter, et ils ont tout fait d'ailleurs pour essayer de le planter. Sauf qu'aujourd'hui, l'application Truth est la première application gratuite téléchargée sur l'Apple Store. Donc vous comprenez bien que là, ça commence un petit peu à gêner. Fin de l'anecdote. Et donc, le problème, c'est qu'en effet, si Facebook et Twitter ont fait leur boulot de propagande pour Biden, il n'en est pas moins qu'au sein des institutions américaines, et plus particulièrement au niveau du Parlement, il y a un certain nombre de députés, ce qu'on appelle des représentants et des sénateurs, qui en veulent énormément à Facebook. Ce sont évidemment des sénateurs et des représentants démocrates, et plus particulièrement sénateurs. Ils en veulent énormément à Facebook parce qu'ils considèrent que c'est à cause en partie de Facebook si Hillary Clinton n'a pas été élue. Parce qu'à l'époque, Zuckerberg n'a pas su ou n'a pas voulu faire une entrave à la liberté d'expression, et ce qui a permis à des gens de pouvoir diffuser énormément d'informations contre Hillary Clinton et également la fameuse affaire des mails, qui était factuelle. Et beaucoup de ces démocrates, aujourd'hui, en veulent énormément à Facebook de ne pas avoir censuré ces informations en son temps. Évidemment, Facebook a essayé de se rattraper sur la campagne présidentielle de 2020, où là, ça a été évidemment tout l'inverse. Également Twitter. Le seul problème, c'est que même si Twitter et Facebook ont fait leur boulot, ces démocrates, de toute façon, ne veulent pas en rester là. Et la chose qui est la plus importante, c'est que pour avoir un appui considérable, il se trouve que ces démocrates, au lieu de parler évidemment de faire de la censure, mettent en évidence les dangers de l'influence ou de la mauvaise influence de certains réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter. Et sur ce point, et c'est là que vous allez voir un petit peu l'hypocrisie américaine, c'est qu'évidemment, pendant la campagne de 2020, beaucoup de sénateurs et représentants républicains ont eu la même réaction, mais à l'inverse, de montrer du doigt et de condamner Facebook et Twitter de faire de la censure anti-Trump. Alors que ces réseaux sociaux, même si ce sont des sociétés privées, qu'à la rigueur elles font ce qu'elles veulent, le seul problème c'est que faire ce qu'il veut ne veut pas dire être un outil de propagande. Ou dans ce cas-là, Facebook et Twitter affirment définitivement qu'ils sont démocrates et qu'ils défendront donc et qu'ils serviront les intérêts de promouvoir la campagne des démocrates et donc de Joe Biden. Or, ils ne peuvent pas le faire. Parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils perdraient alors beaucoup d'abonnés et que beaucoup d'Américains finiraient par partir pour aller sur d'autres plateformes. D'où cette ambiguïté. Et il se trouve que les sénateurs et démocrates et républicains, finalement, se sont trouvés un point commun. C'est de considérer aujourd'hui que Facebook et Twitter sont des dangers pour la démocratie. Sont des dangers pour la démocratie parce que, de part, à la fois pour les démocrates, la trop grande liberté qu'ont eu ces réseaux sociaux en 2016, et d'autre part, la trop grande censure qu'il y a eu pendant 2020. Je rappelle, Facebook a supprimé le compte de Donald Trump, tout comme Twitter. Supprimer le compte d'un président, c'est une entrave à la liberté. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens se sont planqués derrière le fait que c'était des sociétés privées et qu'à la limite, elles font ce qu'elles veulent. Sauf le problème, c'est que si vous supprimez le droit à l'expression d'un président en campagne et que vous faites la promotion du candidat Biden pour l'élection, ben vous avez un parti pris qui pose un problème éthique, qui pose un problème d'équité. C'est comme si Facebook et Twitter s'étaient engagés à faire un maximum la promotion d'Emmanuel Macron, tout en censurant, en bloquant les autres candidats, en bloquant Zemmour,
en bloquant Marine Le Pen, en bloquant Mélenchon, ou en trouvant toujours des petites bêtes pour empêcher des militants, pour empêcher des collaborateurs de ces candidats à pouvoir publier des choses, soi-disant parce que ce qu'ils publient ne correspond pas aux valeurs et à l'éthique des règles fondamentales de Twitter ou de Facebook. Fort heureusement, ils ne se sont pas trop amusés à faire cette censure. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont déjà un petit peu dans la mouise. Ils sont dans la mouise pourquoi ? Souvenez-vous, plusieurs fois Zuckerberg a été obligé de se présenter devant des commissions du Sénat américain pour s'expliquer. Sauf que le problème, c'est que sur certaines questions qui nécessiteraient des réponses, eh bien on n'en a pas eu de réponse. On a eu des réponses laconiques. On a eu des réponses d'un PDG d'entreprise qui, semble-t-il, n'était pas au courant ou ne maîtrise pas toutes les technicités de certaines procédures ou décisions ou protocoles qui avaient été appliqués dans son entreprise. Idem pour Dorsey. Le PDG, ex-PDG, puisqu'il a quitté Twitter. D'ailleurs, il est réapparu aujourd'hui pour donner son avis et son opinion sur le fait du rachat de Twitter par Elon Musk, dont à la limite on s'en fout complètement. Lui aussi a montré l'image d'un PDG plutôt à l'ouest. Donc du coup, ça a poussé à un moment donné ces entreprises à essayer de réagir. Et la première qui a réagi, c'est Facebook. Aujourd'hui, Facebook n'est plus l'entité principale. Zuckerberg a créé une entité mère qui s'appelle Meta, dans l'espoir de réussir à construire, à mettre en place ce qui va peut-être remplacer Facebook, c'est-à-dire un réseau social, mais un réseau social en réalité virtuelle. Vous en avez certainement vu les promos, etc. On en a déjà parlé. Le seul problème, c'est que ça a un petit peu tendance à traîner la patte, parce qu'il y a beaucoup de défis techniques. Quand je dis défis techniques, c'est pas qu'on n'a pas la technologie pour le faire. C'est que le problème, c'est que pour pouvoir assurer le succès, il faut que ce système, une fois qu'il sera lancé, puisse être global. Parce que s'il n'est lancé que sur les États-Unis, et que le reste du monde ne peut pas utiliser Meta parce qu'il y a encore des problèmes techniques, d'accès, de réseau, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Surtout commercialement. Financièrement. Je le rappelle, la fameuse idée, le fameux projet de Facebook de créer sa propre monnaie, sa propre crypto-monnaie, souvenez-vous, eh bien le projet est complètement tombé à l'eau. Tellement à l'eau que même la société que Meta avait créée pour mettre en place, gérer, établir toute la logistique, etc., de cette crypto-monnaie, eh bien finalement a été vendue à une société californienne. Donc déjà, la crypto-monnaie Facebook, c'est tombé à l'eau. Donc pour essayer d'éviter, je dirais, des conséquences juridiques qui pourraient éventuellement découler de ces commissions, Facebook a décidé tout simplement de faire exactement ce qu'a fait Google il y a maintenant plusieurs années. Google avant, c'était une société, c'était Google Incorporated. Sauf que pour, à un moment donné, mieux gérer toute la diversité de ce que Google était en train d'acheter, d'acquérir, de développer, il a été judicieux à un moment donné de créer la société Alphabet. Cette société Alphabet, aujourd'hui, est la société mère de Google, dans laquelle se trouvent Google et YouTube. YouTube, je ne vais pas y revenir, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo pour vous expliquer quel était actuellement le problème. Comme quoi, même YouTube aujourd'hui est en face d'un problème, mais là qui est plus un problème structurel qu'idéologique. Même si l'idéologie n'est pas très loin. Et donc Facebook aujourd'hui, force est de constater que Facebook, qui était considéré comme le réseau social mondial, il l'est toujours, de par son nombre de membres, son nombre d'abonnés. Le problème, c'est que c'est un réseau social qui vieillit très mal.
tellement mal que depuis maintenant 1 ou 2 ans, on le voit, Facebook fait des mises à jour, change des fonctionnalités, rajoute des options qui ne sont pas étrangères à des liens commerciaux, etc. Sauf que le problème, c'est que de plus en plus, les jeunes s'éloignent de Facebook pour préférer des outils comme TikTok, voire Instagram, parce que c'est des outils beaucoup plus rapides. Pourquoi rapides ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a plus des 2/3 des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux qui sont incapables d'avoir une concentration de plus de 5 minutes. Et donc, du coup, le fonctionnement d'Instagram et de TikTok, ce sont des petits formats, des tout petits formats, des toutes petites vidéos de 1 ou 2 minutes, grand maximum. Et donc, c'est parfaitement idéal. Ça va très très vite. Ça réussit à capter l'attention des jeunes pendant le laps de temps où ils peuvent encore rester concentrés sur quelque chose, mais au-delà de 5 minutes, en règle générale, on constate que beaucoup de jeunes finissent par décrocher. Donc voilà un petit peu le concept. Alors évidemment, Facebook est complètement à la ramasse. Et aujourd'hui, on estime que la clientèle Facebook est aujourd'hui plutôt une génération majoritairement trentenaire et quarantenaire. Plus pour ceux qui sont ensuite arrivés sur Facebook, parce que c'était devenu un véritable phénomène. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que Facebook, de plus en plus, devient une machine commerciale. C'est-à-dire que là où avant, quand vous aviez des posts de vos amis, ça s'affichait sur la première page, on estimait que les propositions telles qu'elles l'interprétait Facebook, qui étaient en réalité des publicités, représentaient 10 ou 15% de l'affichage de la page principale de Facebook. Aujourd'hui, regardez votre page principale, vous allez vous rendre compte qu'on est très loin des 15%. Aujourd'hui, on peut estimer que pour un post d'une personne de vos entourages, de votre communauté Facebook, eh bien vous allez avoir 2 à 3 publicités. Mais ce n'est pas des publicités proprement dit, c'est des suggestions, des propositions. Sauf que quand vous regardez les suggestions et propositions, vous rendez-vous compte que très rapidement, ce sont souvent des marques, ce sont des produits, ce sont des services, ce sont des produits culturels qu'on vous vante. Donc évidemment, il y a un phénomène, comme on connaît ici aux États-Unis, qui fait que quand vous regardez un film sur une chaîne de télé, mais que vous avez une coupure pub toutes les 5 minutes, il y a un moment donné où vous décrochez. Il y a un moment donné où vous n'arrivez plus à suivre le film, puisque pour un film d'1h30, finalement, le film va durer 2 heures. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une coupure de 2 à 3 minutes de publicité toutes les 5 ou 8 minutes. Je vous le dis franchement, c'est pour ça que je regarde même plus les films à la télévision, parce que, puis en plus de ça, ce sont des films censurés, c'est des films coupés, voilà, moi je préfère, à la limite, vous avez des réseaux streaming comme HBO, Amazon, qui offrent aujourd'hui des films sans publicité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez entendu, Netflix a perdu 200 000 abonnés, et Netflix a laissé fuiter l'idée qu'il pourrait y avoir de la publicité désormais dans les programmes Netflix. Sauf que là, ils se sont en train de se prendre une gifle monumentale de critiques sur les réseaux sociaux, donc je pense que l'idée va très vite être abandonnée. Et donc, pour revenir à Facebook, aujourd'hui, Facebook est en crise. Il est en crise parce que, fatalement, la seule raison pour laquelle aujourd'hui il reste le réseau social dominant, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de concurrence sérieuse. Mais ça peut très vite arriver. La preuve en est, c'est qu'il existe déjà une concurrence pour les adolescents et les gens issus des générations des 20 ans aujourd'hui, qui préfèrent Instagram et TikTok, qui vont très rarement sur Facebook. Donc vous imaginez que ces jeunes aujourd'hui, quand dans 5-6 ans, ils passeront le cap de l'âge adulte, ils resteront sur Twitter ou TikTok, ou peut-être seront passés à autre chose, loin de l'intérêt des produits Facebook. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Facebook essaie désespérément de nous convaincre que l'avenir de Facebook, ça sera le métaverse, sauf que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que ça traîne énormément la patte, malgré le fait que, c'est pareil,
Ça a un avantage de promouvoir le métaverse, le méta, en mettant de la publicité partout. Sur Facebook, c'est quasiment toutes les 10 minutes que vous avez une pub pour méta, etc. Sauf que le problème, c'est qu'à force de faire la promotion d'un produit qui n'est toujours pas abouti, qui n'est toujours pas disponible, ou qui l'est, mais dans des versions bêta tellement buggées que ça ne fonctionne pas, il y a un moment donné où ça va être la catastrophe. Pour vous donner un exemple de ce genre de phénomène, vous avez peut-être entendu parler de ce jeu, qui est Cyberpunk 2049 ou 2079. Ce jeu était très attendu. Il y a eu énormément de communication, énormément de publicité. Et puis le jour où enfin le jeu a été mis à disposition, il s'est avéré que le jeu était tellement puissant qu'il fallait quasiment une usine à gaz de type PC, personal computer, donc ordinateur de bureau, pour pouvoir y jouer. Sauf que le problème, c'est que les concepteurs de Cyberpunk ont loupé le coche sur le fait qu'ils ont mis en ligne un jeu qui n'était pas fini. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Si vous êtes un gamer, vous le savez, vous avez beaucoup de sociétés de mise en ligne de jeux ou d'achat en ligne de jeux qui souvent vous proposent gratuitement de télécharger un jeu, mais c'est un jeu dans des versions bêta. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des jeux qui ne sont pas finis. Et que du fait que vous allez jouer, vous allez contribuer à essayer de débugger le jeu. De temps en temps, on va vous donner des mises à jour avec des nouvelles choses, etc. Mais c'est vous finalement qui allez tester le jeu pour savoir à quel moment le jeu va être fiable. Or, malheureusement, les concepteurs de Cyberpunk n'ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix de l'exclusivité, du sensationnel, de l'exceptionnel, et ils ont balancé le jeu trop tôt. Trop tôt pour les consoles. Or, il faut savoir que le marché des consoles, c'est 65% du marché. Donc si vous mettez un jeu qui est injouable, qui bug, qui n'est pas fini, sur 65% du marché, forcément, l'espace de 48 heures, 72 heures, ça a été l'apocalypse. L'éditeur s'est fait allumer comme c'est pas permis, les vendeurs, je crois que c'est Sony, PlayStation, Sony qui a très très rapidement décidé de rembourser les gens qui avaient acheté le jeu. Donc ça a été un four pas possible. Et même encore aujourd'hui, Cyberpunk, même si peut-être la nouvelle version, les versions actuelles qui sont mises en ligne et disponibles fonctionnent un peu mieux, malheureusement le mal est fait. C'est trop tard. Vous perdez la confiance de vos clients, vous perdez la confiance des consommateurs, vous perdez la confiance des gamers. Eh bien, Facebook risque de se retrouver confronté à cette même situation. C'est dans l'impératif commercial pour son business de lancer un produit qui finalement ne sera peut-être pas un produit fini, va prendre le risque finalement de se planter. Donc c'est pour cette raison que ce qui va être très intéressant dans les mois à venir, années à venir, c'est de voir l'évolution de Facebook qui va forcément à un moment donné se retrouver en face d'une crise majeure identitaire. Twitter, lui aussi, était sous le feu des critiques. Sauf que, sous le feu des critiques, au lieu de choisir d'essayer de trouver d'autres solutions, le PDG d'Orsay a décidé de quitter le Facebook et de vendre une part de ses actions. Et Twitter est aujourd'hui, le directeur général, c'est ce monsieur. Et du coup, pour pouvoir sauver l'image de Twitter, qui est destiné lui aussi à un moment donné à se retrouver en face de ses responsabilités, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On le rachète. Si Elon Musk a décidé de racheter Twitter, ce n'est pas pour libéraliser la parole, c'est pour sauver un réseau social. C'est-à-dire que toutes les procédures qui pourraient être engagées contre Twitter par l'institution américaine, eh bien à partir d'aujourd'hui, sont caduques. Elles sont caduques. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le Twitter de Dorsey, ce n'est plus le Twitter d'avant, c'est le Twitter de Elon Musk. Et donc à partir de là, le problème est résolu. Twitter sauve sa tête de possibles procédures fédérales contre lui. Comme quoi, vous voyez,
parfois les choses sont complètement différentes quand on sait comprendre les analyses et les tenants et les aboutissants de l'historique. Donc je viens de vous parler de Facebook, de Twitter. Mais il y en a un autre aujourd'hui. Il y a un autre acteur, qui là n'est pas un acteur des réseaux sociaux ou de l'Internet. C'est un acteur qui aujourd'hui est un empire. Cet empire, c'est Disney. Qui ne connaît pas Disney? Disney, c'est le cinéma, c'est les parcs d'attractions, c'est évidemment du rêve. Sauf que le Disney qu'on a aujourd'hui est totalement différent du Disney des origines. C'est-à-dire du Disney que souhaitait son fondateur, Walt Disney. À partir des années 80, Disney ne s'est pas contenté uniquement que de faire des films et du parc d'attractions. À un moment donné, dans les années 80, comme dans d'autres sociétés, dans les autres majors du cinéma d'Hollywood, Disney a commencé à être vorace. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène dans les années 80, qui avait commencé déjà dans les années 70, où certains commençaient à racheter les uns et les autres. Une des opérations d'ailleurs les plus significatives qui a eu lieu dans les années 80, c'est Sony. Quand Sony s'offre un des plus gros studios, une des majors, des 6 majors de l'époque d'Hollywood. À l'époque, il s'agissait de la MGM, de la Paramount, de Universal, Disney, 20th Century Fox, et j'en oublie un dont je ne me souviens plus, c'est pas grave. Donc vous aviez quand même ces 6 grandes majors, mais au bout d'un moment, certaines d'entre elles ont commencé à se racheter les unes les autres, suite à des problèmes financiers, à des échecs sur des grosses productions. Et Disney a commencé aussi, lui aussi, à essayer d'élargir son champ. D'élargir son champ avec, par exemple, cette société qui s'appelle Miramax. Miramax était une société de production qui était consacrée uniquement aux films indépendants, aux films d'auteur. À la même époque, la Fox avait créé également Searchlight, qui était exactement dans le même état d'esprit. Sauf que, voilà, les choses évoluent, etc. Et on arrive à l'époque des années 90. Et là, les choses vont commencer à se précipiter. Parce que Disney va commencer à racheter des grosses labels, des grosses licences. Il va commencer par acheter la Jim Henson Company. Jim Henson, c'est les Muppet Show. C'est Dark Crystal. Il va acheter, après que Pixar, qui avait travaillé, qui était un studio indépendant, mais qui travaillait en collaboration avec Disney, juste pour vous redonner un petit peu l'ordre des choses, vous avez des sociétés de production et des sociétés de distribution. Et vous avez beaucoup de sociétés de production qui produisent des films, mais qui n'ont pas les réseaux pour distribuer le film. Donc, très souvent, c'est pour cette raison que sur les films américains, eh bien, vous voyez des maisons de production, et souvent une grande major qui fait de la production, mais surtout aussi de la distribution. Et donc, Pixar, à l'époque, qui travaillait en collaboration avec Disney, d'ailleurs, la petite anecdote, vous savez qui a fondé la société Pixar? C'est ce monsieur. Eh oui, lui aussi. Sauf que Pixar, au début des années 2000, ses films sont des gros succès. Donc, la société de production s'est dit, on peut se passer des services de Disney, on va se proposer à d'autres sociétés de production, parce que leur contrat de collaboration avec Disney se terminait. La punition pour Pixar de la part de Disney, c'est si vous voulez plus travailler avec nous, ok, pas de problème. Sauf que Disney avait encore, je crois, 2 films Pixar à sortir. Eh bien, Disney a retardé la sortie des 2 films pour punir Pixar. Sauf que Pixar, c'est une société, comme je vous l'ai dit, qui, par le gros succès de ses films, a une valeur très importante. Or, aucune autre société n'avait les moyens de pouvoir signer des accords avec Pixar. Et donc, Pixar est donc revenu chez Disney. Sauf que là, Disney a dit, ok, mais nous, on vous rachète. Et c'est qu'ainsi que Pixar
est devenue propriété de Disney. On va plus loin, Marvel. Disney acquiert Marvel. Dois-je vous expliquer ce qui va arriver par la suite? Dans les années 2000, l'explosion même de tous les films de super-héros. Et enfin, en 2014, je crois que c'est 2013 ou 2014, je ne sais plus, George Lucas vend sa société Lucasfilm à Disney, et donc c'est toutes les licences Star Wars et Indiana Jones qui tombent entre les mains de Disney. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il se trouve que je connais une personne, ici aux États-Unis, qui a travaillé chez Lucasfilm, à l'époque du rachat de Lucasfilm par Disney. Et elle m'a un peu raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit que ça a été une catastrophe. Ça a été presque le chaos, l'apocalypse. C'est-à-dire que Disney, ou tout du moins les responsables de Disney, qui avaient nommé Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm, en réalité, ont amené leurs gros sabots et ont commencé à imposer l'esprit Disney à Lucasfilm. Le résultat, vous l'avez vu, si vous avez vu la nouvelle trilogie qui est sortie de Star Wars, quand vous regardez les films, vous avez compris le pourquoi du comment cette personne que je connais a fini par quitter Lucasfilm, parce que la créativité, je dirais l'esprit même de l'entreprise a littéralement été cancellé. Et donc aujourd'hui Disney c'est un empire, et le dernier coup fumant de Disney, c'est tout simplement la Fox. L'année dernière, ou il y a 2 ans je crois, Disney s'offre la Fox. La Fox, c'est pas seulement la Fox Cinéma, c'est Searchline, c'est d'autres sociétés affiliées à la Fox, et c'est le catalogue. Le catalogue Fox, c'est également les Aliens, c'est les Predators, c'est un certain nombre d'autres films, dont les films que vous allez bientôt voir sur vos écrans, les films de James Cameron, les fameux Avatars. Je peux vous dire que James Cameron a été interrogé évidemment sur ce rachat de Disney, de Fox par Disney. Il a dit que c'était bien, mais on sentait bien qu'il était quand même un peu gêné. Parce que Disney, Disney c'est une idéologie. Alors pourquoi je vous ai raconté tout? Pourquoi je vous raconte tout ça sur Disney? Tout simplement parce que là, Disney est un petit peu dans la merde. En effet, la pandémie a porté un coup non négligeable au chiffre d'affaires de Disney, pas seulement pour ses films, mais surtout pour ses parcs d'attractions. Je rappelle, les parcs d'attractions Disney, le plus important, c'est celui qui se trouve en Floride, à Orlando, qui est Disney World. Disney World, vous avez le Disney World, un peu comme celui que vous avez à Marne-la-Vallée en France, mais en plus, il y a d'autres parcs. Vous avez le Epcot Center, vous avez le SeaWorld, vous avez le Disney Studio, vous avez, je crois, aussi le Animal Kingdom, qui est une sorte de zoo, mais une zoo sous label Disney, etc. Donc, c'est véritablement la plus grosse entreprise de Floride. La pandémie, évidemment, a porté un coup non négligeable. La réouverture a eu lieu l'année dernière, difficilement. Difficilement, pourquoi? Parce que les gens qui ont voulu retourner dans le parc Disney se sont rendus compte que les prix avaient littéralement explosé. D'ailleurs, je pense que vous-même en France, le Disneyland Paris, lui aussi, enfin Disneyland Resort, a montré aussi des signes d'augmentation de prix non négligeable. Or, le problème, c'est que si à la base, Walt Disney, lorsqu'il a conçu cette idée de parc d'attraction, c'était pour essentiellement toucher la population populaire. Or, si aujourd'hui Disney devient du luxe, force est de constater que le populaire va finir par ne plus aller chez Disney. Et c'est d'ailleurs l'erreur stratégique de souvent beaucoup d'entreprises. C'est que pour essayer de compenser les pertes de chiffre d'affaires à cause d'une situation économique et sociale compliquée, eh bien on va chercher ceux qui ont encore le pognon.
Donc pour aller chercher ceux qui ont encore le pognon, il faut faire du luxe. Donc on développe des produits de luxe. Il fut un temps où Disney, vous aviez ce qu'on appelait le pass annuel. Le pass annuel qui permettait pour une somme de pouvoir aller autant de fois que vous vouliez chez Disney. Eh bien, ce pass annuel a disparu. Il a été supprimé, il a été remplacé par d'autres produits qui sont clairement plus chers, mais pas seulement, beaucoup plus restrictifs. C'est-à-dire, par exemple, avec ces abonnements, eh bien, vous pouvez aller dans le parc Disney, mais pas pendant les célébrations. C'est-à-dire, quand vous avez des événementiels, vous n'y avez pas accès, vous devez payer en plus. Et comme sur le modèle américain, vous avez aussi les Access Prime, c'est-à-dire, il suffit grâce à l'application de payer, alors je ne sais plus si c'est 5, 6 ou 7 ou 10 dollars, ou 10 euros, pardon, parfois, pour emprunter la file express, c'est-à-dire ne pas faire la queue avec les gueux. C'est-à-dire que vous rendez-vous compte que ça crée en fait une sorte de discrimination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un parc Disney, vous avez une discrimination entre le populeux, le gueux, et le aisé. Le aisé, évidemment, permet à Disney d'engendrer du chiffre d'affaires supplémentaire. Sauf que, depuis l'année dernière, le parc a réouvert en Floride. Les Américains, évidemment, se sont précipités, surtout qu'en plus de ça, il y a eu l'inauguration d'une nouvelle attraction liée à Star Wars. Mais le Star Wars Disney. Je dis Disney parce qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui sont allés dans ce parc et qui ont été extrêmement déçus parce qu'en réalité, le parc était essentiellement sur le Disney, sur le Star Wars Disney. C'est-à-dire tous les personnages de la trilogie classique, ou même de la préquelle, il n'y en a pas. Il y en a aucun. C'est-à-dire que l'univers Star Wars, le parc Star Wars qu'on propose dans les parcs Disney, c'est uniquement le Star Wars sous licence Disney. Donc évidemment, pas de Dark Vador, etc. Donc Disney s'est quand même pris pas mal de bois blanc sur ce problème. Ils ont fini quand même par réintégrer certains personnages qu'ils avaient déjà dans d'autres parcs destinés à Star Wars. Mais voilà l'esprit Disney. Sauf qu'il y a eu un autre problème. Et vous allez comprendre pourquoi ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à Twitter et Facebook tout à l'heure. C'est que il y a un bilan catastrophique qui a été établi. 68% des Américains se détournent de Disney suite à ses positions pro-pédophiles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement ceci. Alors, je vais vous lire l'article. Selon un nouveau sondage, 60% des Américains se détournent de Disney suite à la décision de la société de devenir une organisation pro-pédophile. Là, c'est une traduction excessive, hein. Il y a quelques semaines, les gauchistes woke de Disney ont déclaré la guerre à la législature de Floride pour avoir introduit une législation interdisant aux enseignants et aux pédophiles d'exposer les enfants à du matériel sexuellement explicite en classe. En effet, la Floride a décrété que désormais la promotion de toute l'idéologie progressiste, pro-LGBT, etc., était interdite. Le projet de loi intitulé « Droits parentaux dans l'éducation » a rendu furieux les démocrates qui ont appelé le projet de loi « Ne dites pas gay », mais si l'homosexualité n'est pas du tout mentionnée dans le projet de loi. En effet, cette loi n'interdit pas l'homosexualité, cette loi n'est pas faite contre l'homosexualité ou contre les LGBT, elle est simplement pour préserver la jeunesse, pour préserver les enfants de la promotion. Alors, parce que c'est comme en France, attention, c'est facile de dire on fait de l'éducation. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer aux enfants ce qu'est l'homosexualité, ce qu'est le transgenre, ce qu'est toute cette culture, évidemment, ce qu'on appelle LGBT, LGBTQ+, ce que vous voulez, etc. Sauf que le problème,
c'est qu'au lieu d'éduquer, en réalité, c'est de la promotion. Tellement promotion qu'on a vu aujourd'hui, même en Angleterre, des scandales où vous aviez des discours qui tentaient tout simplement à mettre le doute chez des enfants sur leur genre. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'éducation de dire, vous savez, vous avez des gens qui parfois se sentent femmes alors qu'ils sont dans un corps d'homme, ou que ce sont des hommes qui sont dans un corps de femme, etc. Non, ils sont en train de faire en sorte de dire aux gamins, attention, tu es une petite fille, mais est-ce que tu es vraiment une petite fille au plus profond de toi? Tu es un petit garçon, mais attention, tu es un petit garçon parce que nous vivons dans des sociétés patriarcales, donc on a décidé que tu étais petit garçon parce que tu as un sexe de garçon. Mais peut-être que tu es en réalité, là-dedans, une petite fille. Donc évidemment, là, le discours n'a plus rien à voir entre éduquer et propager. Or, il se trouve qu'aux États-Unis, eh bien, aux États-Unis, vu le libéralisme idéologique qu'il y a dans certains secteurs, eh bien, ça commence à faire pas mal de dégâts. Mais ça, évidemment, les progressistes refusent de l'admettre et mettent et appliquent l'étiquette pas d'islamophobie, mais d'homophobie, de transphobie, etc., sur des constats de fait. Et Disney, eh bien, aujourd'hui, est ciblé. Il est ciblé pourquoi? Parce que, peut-être vous l'avez vu, mais Disney a décidé désormais que la copine de Mickey, Minnie, ne serait plus habillée en fille, mais serait habillée en neutre. Néanmoins, Disney a estimé que la législation anti-groomer était une colline sur laquelle la méga-corporation d'1 milliard de dollars était apparemment prête à mourir, ses cadres et ses employés agissant comme certains des croisés les plus bruyants dans la campagne de dénigrement contre les parents de Floride. Compte tenu de son modèle économique de base, censé être divertissement familial pour les enfants, le soutien de Disney à l'endoctrinement sexuel radical des jeunes enfants et, à juste titre, provoquait une réaction sismique parmi sa clientèle. Eh bien, comme le dit le proverbe, devenez woke, soyez ruinés. Cependant, c'est un tout autre jeu lorsque des enfants innocents sont impliqués et Disney semble apprendre cette leçon à ses dépens. Après avoir vu le cours de ses actions s'effondrer de près de 50 milliards de dollars depuis qu'il a planté son drapeau dans le sol pour les toiletteurs. Selon le Washington Examiner, Disney a perdu la somme étonnante de 46,6 milliards de dollars depuis le 1er mars, quelques jours seulement, avant que la société n'entre en guerre contre la Floride et les perspectives d'un retournement de situation dans un avenir proche ne semblent pas de bon augure. En effet, étant donné la plus grosse société de Floride, qui engendre énormément de capitaux, c'est aussi une société qui paye des taxes, qui paye des impôts. Sauf que là aussi, vous allez voir, ça pose problème. L'action de Disney a baissé de plus de 2% vendredi et de plus de 8,5% au cours des derniers jours. Alors que les législateurs de Floride s'efforcent de punir la société pour s'être mêlée de la politique de l'État, la capitalisation boursière de l'action a diminué d'environ 46,6 milliards de dollars depuis le 1er mars, quelques jours avant que la société ne se prononce contre cette législation. Alors en plus de l'impact sur le marché, de nouveaux sondages montrent que les consommateurs envisagent sérieusement de ne plus faire affaire avec Disney. Je rappelle, la Floride est un État du Sud. Donc c'est un État plus ou moins conservateur, relativement religieux. Un sondage de Trafalgar Group, publié cette semaine, a montré que près de 70% des personnes interrogées sont moins susceptibles de faire des affaires avec la société parce que les informations révèlent que Disney se concentre sur la création de contenu pour exposer les jeunes enfants à des idées sexuelles. Seulement 9,4% ont déclaré qu'ils seraient plus susceptibles de faire des affaires avec Disney après avoir découvert leur programme. Près de la moitié des démocrates étaient même contre la récente prise de position de Disney. Le massacre de Disney ne s'arrête pas là. En effet, la société est également confrontée à plusieurs nouveaux changements qui viennent d'être adoptés par la législature de Floride, plus particulièrement en matière de fiscalité. En effet,
elle a même perdu son avantage. Elle a perdu son avantage de statut spécial parce que sa situation géographique la positionne, tout du moins le parc de Floride, le positionne sur 2 comtés. Or, elle avait réussi, il y a très longtemps, à négocier avec les 2 comtés et avec l'État de Floride une somme forfaitaire, on va dire, pour payer des impôts et payer ses taxes. Sauf que le problème, évidemment, vu les circonstances et vu la situation conflictuelle avec laquelle aujourd'hui Disney se trouve confronté avec l'État de Floride, les choses risquent de changer. Et donc, changements qui viennent d'être adoptés par la législature de Floride, elle a même perdu son statut spécial d'autonomie au sein de l'État. C'est-à-dire que maintenant, Disney, avec son parc Disney World, va devoir payer ses taxes comme tout le monde. Je vous laisse imaginer les conséquences. Si Disney va devoir sortir beaucoup plus d'argent pour payer ses taxes et ses impôts à l'État de Floride et au comté dans lequel son parc se trouve, forcément il va falloir trouver de l'argent ailleurs pour compenser. Soutenir l'endoctrinement sexuel radical des enfants a ses conséquences. Ron DeSantis et les républicains de Floride ont mis leurs pieds à terre sur ce point. Et il était temps. Maintenant, c'est au reste de l'Amérique de suivre le mouvement de boycott des pédophiles. Alors évidemment, dans cet article, quand ils disent pédophiles, on est évidemment dans un propos extrêmement violent, extrêmement acide. Donc, force est de constater que cet article, en effet, est un article très positionné. Mais le fait est, c'est que, en réalité, il ne fait que révéler un problème qui s'est exposé depuis maintenant déjà longtemps sur l'ambiguïté de Disney d'être à la fois progressiste et donc de promouvoir les élans BLM, diversité, mouvement LGBT, etc. Et de l'autre côté, d'essayer de rester quand même un concept, je dirais pas, je cherche le mot, pas puritain, mais familial. En effet, quand on utilise le terme familial, ça veut dire que moralement, les contenus sont adaptés pour ne pas heurter certaines sensibilités. J'ai envie de dire que Disney devrait ou aurait dû rester dans un rôle neutre dans son activité depuis le début. Or, malheureusement, quand on est un organisme, quand on est un empire médiatique, parce que Disney, c'est pas seulement que le cinéma et les parcs d'attractions, c'est aussi des réseaux, c'est des chaînes de télévision. C'est un empire médiatique complet. Donc ça veut dire influent. Ça veut dire pouvant propager des paroles, pouvant propager des idées. On a pu le voir. Depuis quelques années, aujourd'hui, certains dessins animés sous le label Disney, je dis bien le label Disney, pas Pixar, quoique Pixar le fait aussi, mais de façon un petit peu plus intelligente. Alors que Disney le fait de façon très brutale, très abrupte. On a vu des personnages de la diversité. Aujourd'hui, Disney fait de plus en plus de dessins animés où il est impératif d'inclure de la diversité. Qui plus est, dans sa version live, par exemple, de son adaptation de La Belle et la Bête, la version live a intégré un personnage homosexuel. Et malheureusement, ça fait partie du phénomène. Même phénomène dont d'ailleurs on a eu l'exemple dans le dernier film de Steven Spielberg, dans son remake de West Side Story, où un personnage est un personnage transgenre. Alors, forcément, il y a un moment donné où quand vous avez dans vos parcs une grande majorité de gens populaires qui vont dans ces parcs et qui tout d'un coup perdent des repères,
Ils perdent des repères. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dans un lieu de rêve, de magie, de divertissement. Ils sont aussi confrontés à ce dont peut-être ils ont déjà commencé à en avoir marre dans la vie quotidienne, c'est de leur pousser le clou de la diversité, leur pousser le clou du genre. Donc, forcément, il y a un moment donné où, alors je ne parle pas des extrêmes, mais pour globalement une population blanche, voire même afro-américaine, attention, je dis bien afro-américaine du Sud, la population afro-américaine du Sud est une population très religieuse. Donc si elle va dans les parcs Disney, même si elle est black, mais qu'elle est religieuse, et qu'elle voit qu'on fait la promotion du LGBT, oui, vous allez me dire évolution des mœurs. Sauf que le problème aux États-Unis, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un pays des extrêmes. Très rarement, il y a du juste milieu. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc forcément, si vous attirez une population populaire, vous allez être confronté à un moment donné à un rejet. Un rejet qui fait partie de la culture américaine. Et forcément, vous risquez tout simplement de vous tirer une balle dans le pied. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma aujourd'hui, vous avez certains films qui sont présentés comme des gros succès, comme des gros blockbusters, etc. Sauf que... Et c'est exactement le même phénomène qu'on est en train de voir aussi sur certains réseaux sociaux, et y compris parmi les youtubeurs, où en ce moment c'est en train de se taper un petit peu sur la gueule de façon sévère. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se produire. C'est-à-dire que tous ces empires hégémoniques sur des marchés, mais hégémoniques au point aussi d'utiliser cette hégémonie pour faire de l'idéologie, eh bien aujourd'hui sont en train de se prendre des coups de bâton. Aujourd'hui c'est Twitter, aujourd'hui c'est Disney, hier c'était Facebook, et Facebook sera encore certainement dans l'actualité. C'est un ensemble d'acteurs qui jusqu'à présent, personne ne contestait leur hégémonie, personne ne contestait leur empirisme, eh bien peut-être eu un abus de confiance à croire que leur hégémonie pouvait leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Et qui plus est, servir les intérêts idéologiques d'une minorité, mais qui se sont octroyés une part énorme de soi-disant légitimité de défendre l'intérêt des minorités et de la diversité, des égalités, des droits civiques, etc. etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des organismes qui ont une certaine influence sur l'opinion, sur le public, se mettent à faire de l'idéologie pour défendre les intérêts d'une minorité. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a une certaine façon de le faire. Il y a une façon de présenter les choses en disant « il existe une diversité, libre à nous de vivre ensemble, de respecter les uns selon des droits, des équités et des libertés équitées. » Mais le problème, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on oblige à accepter une idée, ce qui évidemment, du fait de ne plus pouvoir critiquer l'idée, du fait de ne plus être critique envers les gens qui vous sont présentés comme devant être respectés, comme devant exister dans la société, au même titre que tout le monde, et bien malheureusement, certains individus s'en servent pour, en réalité, imposer les idées. Avec tous les délires, avec toutes les extrêmes que la société américaine génère. Parce que, en effet, on peut parler du wokisme. Le wokisme américain qu'on essaie d'exporter en France. Sauf que le problème, c'est qu'en France, quand ce wokisme va arriver à l'équivalent de ce qu'il est connu aujourd'hui aux États-Unis, il va forcément, à un moment donné, générer des conflits qui ne seront pas seulement des conflits idéologiques, qui deviendront des conflits culturels.
traditionnel religieux. Parce que même si aux États-Unis, la religion est quand même omniprésente, elle n'en reste pas moins dénigrée, elle n'en reste pas moins caricaturale par rapport à la façon dont on pratique la religion en Europe. Croyez-le bien. Pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, j'estime que la pratique religieuse est beaucoup plus adulte, beaucoup plus sensée, beaucoup plus pure qu'elle ne l'est pratiquée aux États-Unis. Car en règle générale, beaucoup d'églises religieuses, beaucoup d'églises évangélistes, beaucoup d'églises baptistes, du Nouveau Monde, du Jésus-Christ, etc., sont en réalité des business. Et que comme la société américaine est en grande partie constituée de grands gamins hypersensibilisés, déculturés, eh bien, ça vous explique par la suite l'importance dans certains États de la religion, et voire même à l'échelle fédérale. Donc c'est deux univers complètement différents. Alors si ça fonctionne aux États-Unis, force est de constater que déjà en France, les idéologies extrêmes wokistes vont se retrouver confrontés à des gens qui vont vouloir en découdre et qui n'en ont rien à foutre de savoir si après on va les traiter de racistes, d'homophobes, de transphobes, etc. Parce que voilà. Donc, tout ça pour revenir aujourd'hui au problème finalement moral. Alors, cette fameuse morale dont on dit oui mais la morale est subjective, il n'y a pas de morale absolue. Bien sûr que non, puisque en réalité, la seule morale qui fait foi, c'est la morale humaine. Celle qui nous accorde de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Savoir faire la différence entre ce qui est tolérable de l'intolérable. De savoir faire la différence entre ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. De savoir faire la différence entre ce qui est excessif et modéré. Entre ce qui est débile de l'intelligence. De ce qui est innocent du naïf. Le yin et le yang. Sauf que cette notion, aujourd'hui, elle a complètement disparu dans l'esprit de beaucoup de gens. Malheureusement. Et y compris dans la tête de certains qui, pourtant, aujourd'hui, ont entre les mains un réel pouvoir. C'est le cas de Zuckerberg. C'est le cas de Bill Gates. C'était le cas de Dorsey pour Twitter. C'est le cas de YouTube, qui aujourd'hui va commencer à avoir de sérieux problèmes parce que beaucoup de youtubeurs qui pourtant rapportent beaucoup d'argent YouTube vont commencer à réfléchir peut-être à aller ailleurs. Sauf qu'ailleurs pour l'instant il n'y en a pas. Puisque ce sont d'autres plateformes de vidéos mais qui n'offrent pas les mêmes conditions monétaires ou d'avantages financiers que ne le fait actuellement YouTube. Mais à un moment donné il va y avoir d'autres outils qui permettront de faire autant d'argent que de se soumettre aux règles fondamentales d'éthique de YouTube. Les choses vont évoluer, pas forcément dans le bon sens. Mais force est de constater que, avec tous les événements qui arrivent aujourd'hui, et ce dont je viens de vous parler rentre en ligne de compte de l'évolution des mentalités qui sont influées évidemment par tous les éléments extérieurs que les gens comprennent, comme d'autres ne les comprennent pas. Et souvent les gens qui ne les comprennent pas prennent peur. Et la peur, en règle générale, pousse l'individu à se retirer, à se protéger de ce qu'il ne comprend pas. Eh bien, quand un parc Disney commence à faire de la promotion de toutes ces cultures woke, eh bien, il y a un moment donné où il y a un phénomène de réfraction de la part de certains Américains qui comprennent, mais ne veulent pas subir. Sont modérés, mais ne veulent pas être obligés. Sont tout à fait dans l'esprit de tolérance, de charité, de compréhension, mais ne veulent pas non plus se voir interdire d'être critiques quand la personne est une conne. Et qu'elle soit une conne transphobe,
transgenres, pardon, homosexuels, lesbiennes, de couleur, d'ethnie, de religion. Un con est un con. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus facilité de reconnaître un con quand il est blanc et athée que quand il est blanc, noir, juif, arabe, musulman, homosexuel, lesbien, transgenre, où là, forcément, évidemment, c'est beaucoup plus délicat d'être critique envers ces gens, surtout lorsqu'ils affichent clairement leurs identités et leurs appartenances communautaires. Donc vous voyez, si demain nous commençons à perdre pied, et s'ils commencent eux à perdre pied sur leurs influences, sur leur ascendant sur l'opinion, eh bien on s'oriente très clairement vers un véritable chaos, vers une véritable apocalypse de la pensée. Chose à méditer. Les choses vont continuer à évoluer certainement, mais d'ici là, on en reparlera. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout, bon courage.